meurt quand le cœur s'arrête, mais on s'éteint vraiment quand le dernier souvenir de nous s'efface. Nikolai est né quelque part en Union soviétique, probablement dans les années 1940 ou peut-être en début des années 1950. On ne sait pas exactement où. On ne sait pas le nom de ses parents, on ignore s'il avait des frères et des sœurs. Aucune photo de lui enfant, aucun témoignage de ses années d'école, rien. Comme des millions de soviétiques de sa génération, sa vie avant 1986 n'a laissé aucune trace. Il a grandi quelque part dans l'immensité de l'URSS. Il est allé à l'école, il a appris un métier, il est devenu adulte dans un pays où la vie était structurée, prévisible, organisée par l'État. Nikolai a trouvé du travail, un bon travail. Il est devenu conducteur de camion à la centrale nucléaire Lénine, près de la ville de Pripyat. C'est un emploi stable, respectable, enviable même. La centrale offrait de bons salaires, des avantages sociaux, un logement potentiel dans la ville moderne. Pripyat était une ville jeune, construite spécialement pour les travailleurs de la centrale. Des immeubles neufs, des commerces, une piscine, un parc d'attractions, une vie meilleure que celle de nombreux soviétiques. Nikolai conduisait ses camions, il transportait du matériel, des équipements, tout ce dont une centrale nucléaire a besoin pour fonctionner. Un travail routinier, lever, travail, retour, sommeil. Les jours se succédaient, identiques. On ne sait pas s'il était marié, on ne savait pas s'il avait des enfants qui l'attendaient à la maison. On ne sait pas s'il aimait le football, s'il buvait de la vodka avec ses collègues, s'il écoutait de la musique le soir. Toutes ces petites choses qui font une vie, qui font qu'un homme est unique, tout cela a disparu. Nikolai était juste un homme ordinaire avec une vie ordinaire, dans un pays ordinaire. Il n'avait rien d'exceptionnel, il ne cherchait pas la gloire. Il voulait probablement juste vivre tranquillement, faire son travail correctement, rentrer chez lui le soir. Le 26 avril 1986, Nikolai est de service cette nuit-là. C'est son tour dans la rotation des équipes, rien d'inhabituel. Une nuit comme il en a connu des dizaines, des centaines peut-être. Il arrive à la centrale, il prend son poste. Autour de lui, la centrale fonctionne normalement, les lumières, les bruits familiers des machines. Le réacteur numéro 4 doit subir un test cette nuit. Nikolai n'est pas directement impliqué dans ce test, ce n'est pas son travail. Il est dans le bâtiment des pompes à proximité du réacteur. Il fait ce qu'il fait toujours, son travail. Mais à 1h23 du matin, tout bascule. Une explosion. Pas une petite explosion, une déflagration massive qui arrache le toit du réacteur. Le bâtiment tremble, le sol vibre sous les pieds de Nikolai. Des débris tombent partout. Des morceaux de béton, de métal, de graphite incandescent. Autour de lui, c'est le chaos. Des collègues crient, certains courent, d'autres sont au sol blessés. Personne ne sait vraiment quoi faire. Il n'y a pas de plan pour ça, pas de procédure d'urgence pour l'impossible. Nikolai fait ce que ferait n'importe quel homme dans cette situation. Il aide. Pas parce qu'il est courageux, pas parce qu'il veut être un héros, simplement parce que c'est ce qu'on fait quand des gens ont besoin d'aide. Avec d'autres travailleurs présents sur les lieux, il participe aux premières interventions. Il essaie de comprendre ce qu'il s'est passé. Il essaie de porter secours aux blessés. Il ne porte aucun équipement de protection, pas de combinaison spéciale, pas de masque, pas de dosimètre fonctionnel pour mesurer la radiation. Nikolai continue d'aider, il fait ce qu'il peut. Autour de lui, d'autres travailleurs font de même. Des pompiers arrivent et eux non plus ne savent pas vraiment à quoi ils font face. Ils voient un incendie, ils font leur travail, ils montent sur le toit pour éteindre les flammes. Ils marchent sur du graphite radioactif, leurs bottes fondent, leur peau commence à brûler, mais ils continuent parce que c'est leur travail et parce qu'ils ne savent pas, parce que personne ne leur a dit que c'était mortel. Chaque respiration introduit la mort dans les poumons. Dans les heures qui suivent, les symptômes commencent. D'abord subtils, des nausées, des maux de tête, une fatigue inhabituelle. Nikolai sent probablement que quelque chose ne va pas, mais il ne réalise pas encore l'ampleur. Personne ne réalise. Les autorités commencent à organiser l'évacuation. Pas de Pripyat, pas immédiatement. D'abord, celle des travailleurs les plus exposés. Nikolai est transféré vers l'hôpital numéro 6 de Moscou. C'est un hôpital spécialisé dans le traitement des victimes d'irradiation. Les médecins là-bas savent. Ils ont déjà vu des accidents nucléaires. Ils connaissent le syndrome d'irradiation aiguë. Ils savent ce qui va se passer. Quand Nikolai arrive, les médecins font les examens. Ils prennent ses constantes. Ils mesurent les dégâts. Les résultats sont sans appel. La dose de radiation absorbée est mortelle, il n'y a pas de traitement. On peut seulement essayer de rendre les derniers jours moins pénibles. Le corps de Nikolai commence à se décomposer alors de l'intérieur. C'est comme ça que fonctionne le syndrome d'irradiation aiguë. Les radiations détruisent la capacité des cellules à se reproduire. Les cellules qui se renouvellent rapidement sont les premières touchées. Les cellules de la moelle osseuse qui produisent les globules rouges et blancs, les cellules de l'intestin, les cellules de la peau. D'abord, il y a une période de latence, le patient se sent un peu mieux, c'est trompeur. Puis la phase critique commence, le système immunitaire s'effondre, les infections se développent, les organes commencent à défaillir, la peau se décolle, les muqueuses saignent, c'est une mort lente, douloureuse, inéluctable.
Les médecins font ce qu'ils peuvent. Ils tentent des transfusions, ils essayent de contrôler les infections, mais c'est inutile, le corps est trop endommagé. Nikolai est conscient, probablement pendant une partie de ce processus. Il sait qu'il va mourir. Il a peut-être demandé des nouvelles de ses collègues, il a peut-être pensé à sa famille s'il en avait une. Il a peut-être regretté d'avoir été du service cette nuit-là. Le 10 mai 1986, 14 jours après l'explosion, Nikolai décède. Ses organes ont cessé de fonctionner, la mort vient probablement comme un soulagement après 2 semaines d'agonie. Il n'est pas seul, d'autres meurent avec lui. Vladimir, celui qui l'a aidé à déplacer, est mort le 11 mai, un jour après lui. Les pompiers qui sont montés sur le toit meurent les uns après les autres. Au total, 28 personnes mourront directement du syndrome d'irradiation aiguë dans les semaines suivant la catastrophe. Mais ce nombre est trompeur. Nikolai est enterré dans un cimetière spécial pour les victimes de catastrophes nucléaires. Son corps est placé dans un cercueil scellé, pas un cercueil ordinaire, un cercueil en zinc, hermétiquement fermé, parce que son corps restera radioactif pendant des décennies. Il est enterré selon des protocoles stricts, une couche de béton sous le cercueil et une autre par-dessus, pour contenir la contamination même dans la mort. Nikolai laisse derrière lui peut-être une veuve, peut-être des enfants qui ont grandi sans père, peut-être juste des collègues qui se souviennent de lui, ou peut-être rien. Peut-être qu'il était seul. Aujourd'hui, son nom apparaît parfois dans les listes. Des historiens qui compilent les histoires victimes de Tchernobyl mentionnent Nikolai. Quelques lignes dans les livres, quelques entrées dans des bases de données. Pas de biographie détaillée, pas de documentaire sur sa vie, pas de document sur sa mémoire, pas de monument à sa mémoire. Juste un nom parmi tant d'autres. Nikolai n'a rien fait d'héroïque. Il n'a pas sauvé le monde. Il n'a pas empêché une catastrophe encore plus grande. Il n'a pas sacrifié sa vie en connaissance de cause. Il était simplement là, au mauvais endroit, au mauvais moment, faisant ce qu'on attendait de lui, mort parce que personne ne lui a dit que l'air qu'il respirait le tuerait. Voilà l'histoire de Nikolai. Pas un héros, pas quelqu'un de célèbre, juste un homme. Un homme qui conduisait des camions. Un homme qui a vécu une vie ordinaire jusqu'à cette nuit extraordinaire. Un homme qui a existé, qui a souffert, qui est mort. Et dont presque personne ne se souvient. Mais il était réel, sa vie comptait et maintenant vous connaissez son nom. Un homme parmi 6 milliards. Une vie parmi des milliards de vies. Il n'a pas changé le monde, mais le monde n'aurait pas été tout à fait le même sans lui. Parce que même ceux qu'on oublie méritent qu'on se souvienne d'eux.